Et pour terminer cette demi-heure, cette émission de la mi-journée sur Bismart, je vous propose de revenir alors sur un match traditionnel, mais qui a peut-être un peu moins de sens aujourd'hui. Le match gestion active, gestion passive. Justement, on parlait de BlackRock il y a un instant, le géant de la gestion indicielle. Quand on est responsable d'allocation aujourd'hui, on peut utiliser les deux, les trackers et les fonds discrétionnaires dans une allocation. Les frontières sont un peu moins strict, on va dire, entre les ETF d'un côté et les fonds de sélection de valeur de l'autre. En tout cas, c'était le sens du message qui était venu porter François Jubin chez nous il y a quelques semaines à peine, le président de Wise AM. Surtout, on a eu une année 2018 qui était catastrophique, avec, je rappelle, un CAC qui fait -9 et des gestions small cap qui font -21. Donc, tout le monde n'est pas sur les small cap, mais quand on est gérant actif, on va fatalement avoir un biais vers notamment les small caps sur la partie action. Ça c'est une donnée quasiment systématique. Donc une année 2018 très compliquée et finalement des clients qui se disent mais pourquoi je paye des frais de gestion pour gérer un portefeuille qui fait moins bien que des ETF et autres. Donc on voit bien qu'il y a une poussée très très forte vers la gestion passive et là cette année branle-bas de combat, on se retrouve avec des gestions actives qui font par rapport au 18 mars jusqu'au 31-12 de l'année 2020 qui font 60% quand le CAC fait seulement 40% et frais déduits sur ces performances. Donc on se dit il se passe quelque chose quoi. Et puis on peut multiplier l'exemple de la surperformance de la gestion active sur 2021 avec beaucoup d'exemples. Donc effectivement ça y est, on commence à être en ébullition et on se dit finalement il se passe quelque chose. Mais justement, qu'est-ce qui se passe déjà si on regarde l'environnement de marché? Pourquoi est-ce que l'environnement de marché depuis mars 2020 est plus propice à la gestion active? Ce qui ne remet pas en cause quand même, ce qu'on décrit d'un mot, mais quand même le cycle de montée en puissance de la gestion passive qui dure depuis plus de 10 ans. On voit quand on regarde les encours, c'est le grand écart entre les flux de collecte vers la gestion passive et la décollecte sur 10 ans en tout cas de la gestion active. Alors, ça va pas changer. C'est-à-dire qu'on a ce flux, c'est-à-dire que on cette voit toile bien de fond, cette dynamique-là de fond, elle reste en place. Quelque part, si on a pas trop d'idées sur le marché, sur ce qui doit être fait, eh bien finalement, on va essayer de constituer un portefeuille qu'on va tenir et puis le faire à moindre frais. Donc fatalement, on va avoir quelque part un cœur de portefeuille autour de la gestion passive. Mais tout ça, ça répond pas à tout parce que regardez, alors, la question du benchmark, par exemple. Oui, très intéressant. Très intéressante, où on prend une partie des actions monde et une partie des obligations d'État, Barclays, je pense que c'était des obligations d'État. Eh bien, on voit quel intérêt aujourd'hui d'avoir des obligations d'État avec zéro de rendement dans le meilleur des cas. Donc on va chercher à faire autre chose. Donc on va aller chercher d'autres classes d'actifs, d'autres stratégies. Et là, la gestion active, elle a son mot à dire. Donc elle a son mot à dire quand on va aller chercher des segments de marché qui sont pas couverts. Et puis il y a aussi des bons gérants. Alors je voudrais quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion active, c'est un jeu à somme négative. C'est un peu comme le loto ou le pari sportif. C'est-à-dire que forcément, si on prend la somme de tous les paris qui ont été faits, les paris sportifs qui ont été faits, si on prend la somme de l'argent qui a été déversé sur un pari sportif, il en reste moins à ceux qui ont gagné que tout ce qui a été mis. Donc entre-temps, il y a eu des commissions. Voilà, donc c'est les fameux frais de gestion qui sont incriminés dans la gestion active. On se dit, ça sert à rien d'aller dans la gestion active puisque en moyenne, je vais payer plus de frais de gestion que sur de la gestion passive. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la gestion active, il y a des mauvais gérants, il y a des bons gérants. Et les mauvais gérants permettent de financer les bons gérants. Pour faire de bons gérants, il faut qu'il y ait de mauvais gérants. Donc si on supprime les mauvais gérants, on n'aura pas de bons gérants. Donc voilà, tout le monde a son utilité. Et en l'occurrence,
ce qu'on souhaite, c'est d'aller sélectionner les bons gérants. Ouais. Donc voilà, donc il y a des bons gérants et il faut savoir aujourd'hui, tout le monde travaille à déterminer ce qu'est un bon gérant. Ouais, bien sûr, ça c'est le travail que vous faites effectivement en allant sélectionner les fonds. Quand on sélectionne un fonds, on sélectionne aussi d'une certaine manière un gérant et une équipe de gestion. Vous le disiez, c'est vrai que structurellement, quand on est gérant actif, stock picker, on va aller chercher des marchés qui sont un peu moins couverts que les large cap traditionnels. Et donc ça nous amène sur le segment des small et mid cap par exemple, alors qui a été un gros frein à la performance en 2018. C'est vrai qu'il y a eu l'effondrement du marché sur le dernier trimestre, sur le mois de décembre, qui était spectaculaire, qui a pris tout le monde à revers. À l'inverse, vous dites, le retour de la gestion active s'accompagne d'un retour de surperformance de ces valeurs small et mid cap. Ou le contraire. Voilà, donc surperformance des valeurs small et mid cap qui, pour des raisons fondamentales également, donc qui est bien capté par les gérants actifs, moins par les gérants passifs. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Donc là, on voit bien que dans ce que vous dites, c'est un biais de marché, les small cap, qui fait que c'est accessible par la gestion active plus facilement que par la gestion passive. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle on peut trouver des gérants actifs, quand il y a un biais structurel. Ouais. Autre raison, quand on a des process qui ont bien été travaillés et sur lesquels on peut avoir une régularité. Donc il y a quelques gérants qui arrivent dans leur classe d'actifs parce qu'ils ont une vraie connaissance du micro-marché sur lequel ils interviennent, et bien ils arrivent très régulièrement à créer de la surperformance, et ça c'est intéressant. Alors on peut regarder, parce que là on peut prendre un exemple, l'exemple d'un des fonds de la gamme Carmignac par exemple. Je crois que vous nous avez proposé un graphique comparatif. Non mais c'est un exemple parmi d'autres, hein, voilà. Et effectivement, donc la régularité dont vous parlez se traduit par une surperformance qui est régulière dans le temps. Alors on parle de quel fonds de chez Carmignac là en l'occurrence? Ça c'est sur le crédit, c'est un fund credit, donc c'est un fonds qui est tout terrain en fait quelque part autour de la thématique du crédit. Et quand on le compare à l'indice des obligations au rendement, bien on voit que on a cette surperformance qui est régulière. Et puis après on a d'autres. Ça c'est vraiment pour un sélectionneur de fonds, trouver un fonds comme ça, c'est vraiment c'est la pépite quoi. C'est la pépite parce que on se dit voilà, on le sélectionne et puis on part en vacances. C'est ça. On laisse le gérant faire son travail. Et puis nous c'est terminé quoi. Bon, c'est pas aussi simple que ça parce que derrière, est-ce qu'il faut à un moment donné sortir du high yield? On pourra se poser la question, sachant voilà. Et puis il y a d'autres gérants actifs qui à un moment donné ne montrent pas de surperformance par rapport au marché. Voilà, on peut se dire mais pourquoi je vais payer des frais de gestion, je prends un risque quand même de gérant, voilà. Et on s'aperçoit que dans certaines configurations de marché, eh bien, on est content d'avoir un gérant actif. C'est un peu, je reprends la citation de Warren Buffett, c'est je crois que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient sans maillot. Voilà. Bon, donc voilà. Donc là, on a un exemple au premier trimestre 2020 où la mer se retire. Et j'ai pris un autre exemple sur la gestion action du secteur financier, secteur bancaire. Il y a un fonds de chez Axiom. Un fonds de chez Axiom qui est très bien calibré pour comprendre ce qui se passe dans cette classe d'actifs. Mais on voit qu'il ne s'est rien passé dans le fonds pendant quasiment 6 mois, 1 an par rapport au marché. Et puis arrive ce séisme 2020 et là on voit qu'il y a des opportunités qui apparaissent dans le marché des valeurs financières et une boîte comme Axiom a su en profiter. Donc là on est dans l'exemple d'une stratégie de gestion active qui ne montre pas de valeur tout de suite, mais qui à un moment donné... Pendant des années on passe sous le radar et puis à un moment donné... Avec une dislocation de marché telle qu'on a vécu... Là, on gagne des années de performance en quelques mois. Exactement. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que ça change quand on construit des allocations justement pour des clients, François? Ça change que ça change rien pour nous parce qu'on le fait depuis des années. Mais en tout cas, ce qui change, c'est quand même ce bulldozer de la gestion passive qui nous amène des outils aujourd'hui dont on ne disposait pas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion passive
où on investissait seulement sur le CAC 40 ou le MSCI World, certes, c'est très bien, on peut le faire à zéro frais. Donc ouais, c'est très ça bien. existe toujours, c'est toujours des encours massifs, Voilà. mais vous dites c'est un Voilà. peu le Aujourd'hui, nous, l'histoire. notre rôle, on va pas apporter de valeur ajoutée là-dessus. Nous, on va apporter de la valeur ajoutée en allant chercher, par exemple, des outils de gestion passive sur des thématiques qui peuvent être assez particulières. Donc, on voit, il y a des gestions passives sur le low vol, par exemple, pour amener des choses. Il y a même sur le secteur bancaire, ça nous arrive combien même on a un fonds du type Axiom qui est intéressant. Eh bien, c'est intéressant pour pouvoir jouer des mouvements de volatilité importants qu'on a sur le secteur bancaire, eh bien, pouvoir faire des opérations tactiques, se mettre sur le marché, repartir, revenir. L'ETF, c'est quelque chose de facile à manipuler. Et c'est ce qu'on disait, enfin, c'est ce que l'idée de cette conclusion, c'est que les frontières sont beaucoup moins nettes qu'auparavant entre les OPCVM traditionnels, gérés par des stock pickers ou des bond pickers, et les ETF d'aujourd'hui, en tout cas. Oui, parce que prenons le cas des ETF très spécifiques. Il y a des ETF spécifiques qui ont des frais de gestion aujourd'hui qui sont plus élevés que des frais de gestion actifs. Ah, voilà. mais Ça existe. c'est-à-dire que les deux ont convergé, ou est-ce que c'est la gestion active qui fait le travail d'optimisation de ces frais que Alors, je pense qu'il y a quand même une pression sur les marges en général. Ouais. C'est-à-dire que je pense que les marges, elles ont un peu diminué sur la gestion active, mais la gestion passive avec des plus de valeur, plus de valeur, bien sûr. ça se paye assez cher. Ah ouais. Et puis la gestion, le point de la gestion active, c'est transparent. C'est-à-dire qu'on comprend ce sur quoi on investit. On voit le portefeuille, on voit, bref. Eh bien, dans la gestion active, qui était souvent très discrétionnaire, eh bien, aujourd'hui, on voit des fonds qui sont de plus en plus transparents sur leur processus. On travaille avec un fonds sur l'énergie solaire ou Actif Solar, pour ne pas le nommer, sur lesquels il y a une trentaine de valeurs. Il y a un process qui est super établi. Il y a très peu de rotation finalement dans le portefeuille. On est finalement très de la philosophie. On se rapproche vraiment de la philosophie. Dans la gestion active, on arrive à se rapprocher de la philosophie de la gestion passive. François Jubin, qui était avec nous il y a quelques semaines dans Smart Bourse à la mi-journée, le président de Wise AM. Ainsi se termine cette édition. On se retrouve ce soir en direct, bien sûr, à 18h30 sur Bismart.